Alors bonjour, mon nom est Jean-Luc Dion, courtier hypothécaire commercial pour Multiprêt Commercial Équipe Élite. Bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou, pas tabou, la valeur économique. Puis aujourd'hui, j'étais avec mon associé Fred et mon directeur fantastique Peter. Salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Excellent. La fameuse valeur économique. Messieurs, je sais que vous avez sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Peter, tu m'avais déjà appris dans mes premières formations qu'on ne devrait pas appeler ça la valeur économique. Non, Comment on clairement devrait pas, appeler ça? clairement pas. Tu sais, c'est le jargon que tout le monde utilise pour essayer de se faire une idée. Mais tu sais, dans le fond, quand on calcule la valeur économique, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue en premier la capacité d'emprunt de l'immeuble partant de son revenu net. Fait qu'on regarde, l'immeuble rapporte combien, j'ai combien d'amortissements, ratio de couverture de dette, nanana. Bon, mais avec ce que j'ai comme profit, je peux prêter jusqu'à tel montant. Puis partant de ça, je considère que je suis au maximum de prêts que je peux offrir à mon immeuble. Fait que si je suis en SCHL à 85 par exemple, je divise mon prêt par 85 ça me donne une valeur, qui est la fameuse valeur économique. Mais dans les faits, là, quand on parle de valeur économique, on évalue la capacité d'emprunt d'un immeuble. Ouais, c'est ça qu'on évalue. Parce que dans le fond, on ne peut pas faire un emprunt à cash flow négatif. Non, puis une valeur économique, c'est pas une valeur marchande non plus. Tu sais, tu peux très bien dire que sur le marché, ton immeuble a une valeur marchande d'1,3 million parce que tu vas comparer des immeubles entre eux à revenus, dépenses à peu près approximativement similaires, avec des prix de vente à peu près similaires, puis tu en viens à un consensus que dans ce secteur-là, ça se vend, mettons, 1,3 million, mais ta valeur économique est à 1,1 million. Alors, la valeur économique, souvent, les clients sont insultés quand on leur envoie le calcul, puis ils nous disent « Ouais, est-ce que je suis capable de vendre ça bien plus que ça? » Oui, tu es capable de vendre ça bien plus que ça. On dit qu'on devrait vendre un immeuble entre 15 et 25 plus cher qu'une valeur économique. Normalement, si tu payes plus cher que ça, tu commences à être... Puis ça dépend des régions. Oui. Ça dépend des régions, mais tu commences à un moment donné à payer beaucoup trop cher parce qu'à un moment donné, ton rendement sur ta mise de fonds ne sera pas aussi intéressant, mais ça reste quand même que la valeur économique est très souvent la plus petite des valeurs entre le prix payé et la valeur marchande. Donc, évidemment, la valeur économique, c'est davantage une capacité d'emprunt. Exact. Parce que souvent, les gens vont faire les gens mélangent aussi des fois financement résidentiel, 4 logements et moins, 5 et plus. On sait que dans le 4 et moins, normalement, on n'en fait pas nous de notre côté, mais c'est des calculs qui sont faits basés sur les ratios d'endettement de la personne. Donc, c'est revenu une partie de l'immeuble, mais c'est ses ratios personnels qui vont tenir compte. Alors que dans le 5 et plus, on regarde uniquement l'immeuble dans le fond. On regarde ses revenus, on regarde ses dépenses. Puis le dernier chiffre qui nous reste, qu'on appelle le RNO, revenu net d'opération, c'est ce chiffre-là, comme tu disais, qui vient vraiment, OK, il y a 100 000 de dépenses, il y a 100 000 de revenus, 50 000 de dépenses, il me reste 50 000. Comment je peux payer une hypothèque sur 40 ans, 4,5 de taux, RCD avec un RCD d'1,20 ou 1,1, tu sais. RCD qui est le ratio C'est quoi le capital? Exactement, pour dire ça. C'est souvent là que les gens vont confondre, puis il y a beaucoup, effectivement, de non-compréhension dans le marché là-dessus. Absolument. C'est des choses qui sont peut-être un peu plus, des fois, difficiles à expliquer, mais qui est basé là-dessus. C'est que quand on vous fait un prêt commercial, on ne regarde pas vos revenus, même on s'en fout un peu comment vous gagnez. Des fois, les gens sont tous fiers de nous dire « Hey, on gagne 125 000 » La valeur nette. L'autre, il dit « Ouais, je me suis juste déclaré 30 000, je vais-tu passer? » Il y a des chances que oui. Oui. Il y a des bonnes chances que oui. Parce... J'ai déjà financé des étudiants qui ont acheté un 8plex parce que l'étudiant avait hérité il y a quelques années, puis cet argent-là, il se faisait longtemps qu'il avait, puis il a voulu investir. Il était étudiant, mais il a acheté son premier 8plex en étant étudiant. Ben, c'est ça. Peut-être plus facile des fois d'acheter un 8plex que d'acheter un triplex. Oh oui, clairement. Si tu n'as pas de revenus. Clairement. Effectivement. Parce que là, tu achètes une entreprise quand tu achètes un immeuble. Là, tu parles de revenus. Tu sais, on va parler de valeur économique puis d'évaluation de la valeur économique. Le premier aspect qu'on va regarder, c'est les revenus. Tout à fait. C'est sûr que j'aurais dit c'est le nerf de la guerre, mais qu'est-ce qu'on peut considérer comme revenus qui sont potentiels pour augmenter la valeur économique, mon cher Fred? Ben, honnêtement, il y a beaucoup de choses. Là. En plus des revenus de location, on parle souvent parfois dans des gros immeubles où est-ce qu'on a une buanderie commune, donc on a des revenus de buanderie. Si on a des lockers, revenus de rangement,
Garage, parfois, certains aussi, stationnement. Quand on a un immeuble avec un garage intérieur qui charge 100 $ par mois, c'est un revenu qui s'ajoute. Internet, câble, TV. Bon, c'est sûr qu'il y a des mathématiques à faire en arrière. Là. Si ça vous coûte plus cher, qu'est-ce que vous êtes capable d'augmenter? C'est finalement plus une dépense qu'un revenu supplémentaire. Mais c'est tous des aspects à considérer. Là. Chaque dollar que vous êtes capable d'aller chercher, ça va augmenter votre financement. J'ai déjà malheureusement, c'était pas reconnu comme type de revenu en tant que tel, mais on a déjà construit un 56 logements dans lequel le client mettait à la disposition des locataires un service de ménage dans les appartements. Donc, il payait le salaire de la femme de ménage, puis il refacturait à chaque locataire qui prenait un ménage. Il refacturait. Ouais. Évidemment, ça génère un revenu net, mais ce n'est pas reconnu par les institutions financières ni la SCHL, mais quand même. J'en ai d'autres qui installaient des machines à chips, coke, nutrices. Encore là, c'est pas nécessairement un revenu reconnu, mais quand même, ça apporte des revenus supplémentaires. Fait que, autrement dit, en valeur économique, plus tu es capable d'augmenter tes revenus, plus la valeur de ton immeuble devrait être intéressante. De l'autre côté, quand on calcule la valeur économique, on tient compte du taux de vacances. Oui. Là, c'est moins pertinent aujourd'hui parce que les taux de vacances sont super faibles. Mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le courtage hypothécaire, à Trois-Rivières-Centre, le taux de vacances était 10 Fait que les clients qui achetaient un immeuble à Trois-Rivières-Centre ou même Shawinigan, les taux étaient super importants. Ça affectait de beaucoup parce qu'il fallait que je retienne un taux de vacances de 10 dans ce cas-là. Donc, ça a été un gros volet. Sinon, après ça, c'est le volet des dépenses. Tout à fait. Au niveau des dépenses, dans le fond, quand vous avez un immeuble, vous êtes un gestionnaire d'entreprise. Puis pour faire du profit, tu augmentes tes revenus, tu diminues tes dépenses. C'est le même principe avec un immeuble à revenu. Puis la banque va reconnaître ce que tu as fait comme effort pour augmenter tes bénéfices, parce que plus tu as de bénéfices, plus ça vaut cher. Qu'est-ce qu'on reconnaît au niveau des dépenses? On va appeler ça, parce qu'il y a deux catégories, dépenses réelles, dépenses normalisées. Ouais. Dépenses réelles, on reconnaît quoi? C'est assez simple. Tout ce qui est les taxes municipales, taxes scolaires, on va se le dire, très peu d'influence là-dessus. Il y a des villes qui sont très chères, il y en a que c'est moins cher. Fait que ça aussi, ça va influencer. Tout ce qui est électricité, gaz, donc en fait l'énergie, chauffage. Il y a aussi tout ce qui est assurance. Chauffage à la charge du propriétaire. Oui, à la charge du propriétaire, effectivement. Et dans nos optimisations, on veut justement le refiler au locataire et non le garder au propriétaire. Parce que l'impact est assez majeur souvent. Ensuite, tout ce qui est assurance. Internet, si jamais vous en avez. Assurance, magasinez-les. On le voit souvent, là, des fois, il y en a qui restent un peu fidèles à leur institution, là, mais faites affaire avec un courtier en assurance s'il faut. Mais ça fait un impact majeur pour des fois pas tant de travail que ça. Puis ensuite, toutes les inclusions de meubles, électroménagers. Là, on tombe dans ce qu'on appelle les dépenses normalisées ici. Oui, d'une certaine façon, effectivement. Qu'est-ce qu'on a comme dépenses normalisées au niveau de l'immeuble? Tu vas voir la conciergerie. Même si le propriétaire me dit que c'est lui qui le fait lui-même, mettre les poubelles au chemin, laver ses airs communs, la banque sous la CHL leur prend l'immeuble, elle va payer quelqu'un pour faire ça. Il faut qu'elle te le considère. Même chose pour l'administration et la gestion de l'immeuble. Elle va te charger un frais, c'est un pourcentage des revenus qui vont varier. 4,25 5%. Exactement. Des revenus bruts effectifs. Donc, on parle de revenus bruts, moins la vacance, revenu brut effectif. C'est sur le revenu brut effectif que la gestion est ces choses-là, effectivement, qui est un petit peu avantageux pour nos clients. Et l'entretien. Donc, 610 $ par appartement par mois sont une dépense normalisée. Avec l'arrivée de l'APH, efficacité énergétique, maintenant, les acclimatisés thermopompes sont considérés à 140 $ chacun. 190. 190, je n'avais pas mis mon chiffre à jour, mais quand on le fait dans le calculateur, des fois, ça va trop vite. Mais effectivement, 190. Ascenseur, qui est aussi une dépense normalisée, je ne me souviens plus du montant. Ascenseur, c'est 300 $ par appartement. 300 $ par mois. C'est bon. Frédéric t'en parlait tantôt. Tout ce qui est électroménager... meubles, ça se normalise aussi. Oui. 60 $ par unité, 300 $ pour un appartement tout meublé. Ça a l'air de rien, mais ça va quand même vite si jamais tu fournis. Puis sincèrement, là, je comprends les propriétaires de dire je vais louer plus puis je vais fournir les électros,
Mais c'est tellement un paquet de troubles. Hein? Le locataire qui t'appelle et qui dit que ça. Hey, ma lumière de four est brûlée, vient à changer. C'est comme. Pourquoi les propriétaires veulent gérer ça? Ouais. Mais tu sais, au Québec, on est. Je sais pas si c'est Québec-Canada, mais on est une des seules places qui fournit pas toujours les électros. Ben, quand tu vas aux États-Unis, n'importe quoi, tous les électros sont toujours là. Mais sérieux, pourquoi on veut gérer ça comme on s'aperçoit que dans le neuf, ça commence à être une mode de plus en plus. Ouais. Moi, personnellement, dans mon parc, je les ai donnés aux locataires. Surtout si je vous montrerais le type d'électro qu'il y avait. Je l'ai donné. Donc, c'était plus avantageux pour moi. Mais c'est des choses qui vont être mises de l'avant. OK, parfait. Fait que dans le fond, quand on évalue comme courtier hypothécaire la valeur économique, on part des revenus bruts, on enlève un taux de vacances selon la région. Maintenant, c'est 3 parce que partout au Québec, on est en bas de 3. Ensuite, on enlève nos dépenses normalisées, taxes, assurance, frais d'énergie, et on enlève nos dépenses normalisées, entretien, gestion, j'allais dire structure, mais conciergerie. Ce qui nous donne un revenu net normalisé. À partir de là, on doit évaluer notre capacité d'emprunt. Qu'est-ce qu'on utilise comme données pour évaluer notre capacité d'emprunt? Comment tu veux le financer? Ça dépend du produit bancaire que tu vas utiliser. Chaque produit bancaire que tu vas vouloir utiliser va donner une valeur économique différente. Parce que l'amortissement va changer. Le taux. Le ratio de couverture de dette. Effectivement. Ce sont les 3 valeurs qui vont faire changer ton calcul de valeur économique parce que un prêt sur 25 ans ou un prêt sur 50 ans ne te donne pas la même mensualité. Effectivement. Puis un prêt à taux à 7 puis un taux à 4 ne te donnera pas la même mensualité. Notre but, c'est qu'on veut trouver le capital maximum qu'on peut emprunter avec ce chef-là. Oui. Donc, on le sait, le plus avantageux, la plupart des investisseurs, ils veulent mettre le moins de cash possible. Mettons qu'on est en achat, même quand on est en refinancement, ils veulent refinancer au maximum possible. Exact. Fait que c'est sûr que le volet qui est le plus facile, c'est l'APH. L'APH, les ratios, on parle de 1,10, achat, refinancement, peu importe. Quand on parle de ratio 1,10, ça, c'est le ratio de couverture de dette. Donc, en gros, c'est un buffer de 10 par rapport au revenu net d'exploitation. Donc, j'ai un 10 de mon revenu net qui va être comme mis de côté pour les imprévus. Le reste va aller au remboursement. Fait que si j'ai un revenu net de 110 000, ça veut dire que je peux allouer un remboursement de 100 000 par année par capital et intérêt. Les taux de paiement hypothécaire ne devraient pas dépasser 100 000. OK, parfait. Donc, partant de ça, j'ai déterminé ma capacité d'emprunt selon le programme que je veux utiliser. Ça, c'est souvent quelque chose que les clients me disent « Wow, chez nous, on présente un tableau, on a un calculateur de valeur économique qui nous permet de présenter aux clients les versions APH 100, 70, 50 points, SCHL traditionnel, préconventionnel. » Il paraît qu'on est un des seuls cabinets au Québec qui présente d'un seul coup d'œil toutes les options aux clients. C'est très, très, très apprécié. C'est une grosse nouveauté aussi qu'on a amenée parce qu'effectivement, on trouvait que c'était pratique. Là. Et puis sur un terme de 5 ans ou un terme de 10 ans, parce que le 10 ans à SCHL, le ratio est un petit peu moins, est à 1,20 au lieu d'1,30. Donc, on peut bonifier un petit peu les financements. Alors ça, c'est évidemment un gros plus. Valeur économique en tant que telle va donner des ratios différents aussi. Là, moi, j'ai souvent des clients qui me disent hey, ça n'a pas d'allure, ton ratio, ton taux global d'actualisation donne 6,16. T'es dans les patates, ça ne marche pas. Le TGA dans ce secteur-là, c'est 5. Ça dépasse. Vous en pensez quoi, vous autres, qu'on arrive avec des TGA totalement différents dans nos calculs de valeur économique de ce qui se fait sur le terrain? C'est parce que les gens savent pas, mais il y a 2 types de TGA qui existent. Le TGA marchand, qui est le vrai marchand, puis tu as le TGA de financement, qui est basé sur nos calculs. Souvent sur nos calculs. Puis nous autres, on fait... Des fois, les gens aussi le regardent parce qu'il est dans le rapport d'évaluation, le TGA de financement, mais l'évaluateur n'est pas un courtier hypothécaire. Là, souvent, il va mettre des paramètres qui ne sont pas nécessairement les paramètres que nous autres qu'on vote, selon le produit bancaire qu'on va utiliser. Fait que, souvent, on doit expliquer ça que c'est pas de la même façon que ça va se faire. Fait que c'est souvent du petit langage qu'il faut expliquer là, à nos clients, mais c'est correct. Je pense qu'il faut le faire. Ben oui. Il faut le faire. J'avais un client justement hier qui ne comprenait pas justement la logique derrière tout ça, parce que quand tu as un 4 logements, ce concept-là apparaît pas. Non, effectivement. Non. C'est une grosse différence entre le résidentiel et le commercial. C'est ça. Fait que les autres disent je peux refinancer à 80 %. Encore là, les autres aussi, ils ne peuvent plus financer à 80 %. Au résidentiel, ils sont vite topés avec les taux qui sont montés très souvent. Puis nous autres, au commercial, quand on fait du 4 logements et moins,
C'est du 50% Ça va à peu près de financement. Gros maximum. On voit ces temps-ci. Donc, tu sais, on tasse les 4 logements. Non, je reviens pour les 4 logements, par contre. Ça, j'ai des clients souvent qui ont des 4 logements. Puis qui ont beaucoup d'équité, justement, parce qu'ils sont pas capables de financer plus que 50%. Mais si j'ai deux 4 logements côte à côte. Ah, là, tu viens de trouver une solution. Là, je peux jumeler ça. Mais j'embarque là-dessus. Si tu as un 4 logements tout seul, vends-les. Tu as 50 000 qui dort dessus, tu as de l'argent qui dort. Mais tu sais, à la base, un 4 logements, là, c'est un immeuble destiné à des propriétaires occupants. Ce n'est pas un immeuble d'investissement. Non, exactement. Donc, tu sais, quand on voit les écoles de l'immobilier dire aux gens « Hey, faites votre premier achat, votre premier duplex, votre premier triplex », c'est correct. Mais pourquoi ne pas s'allier ensemble, quelques investisseurs, puis acheter notre premier 5, notre premier 6 tout de suite, qui va être beaucoup plus rentable, qui va exiger beaucoup moins de mise de fonds. Plus d'effets levier avec plus d'effets de levier, plus de contrôle sur la valeur avec l'optimisation aussi. Tout à fait. 4plex, c'est moins, là. Non. Ça ne devrait pas être dans l'esprit d'un investisseur, là. Mais tu as amené une bonne solution. Si on a 2 triplex, les terrains se touchent. Si on a 2 4plex, les terrains se touchent. On a accès à la SCHL et le concept de valeur économique embarque comme si c'était un 6, c'est les 2 triplex. C'est vrai pour 6 maisons de ville côte à côte? Oui, aussi. Je l'ai fait. 3 duplex? Oui, ça marche aussi. Les gars, vous êtes créatifs. Ouais. OK, si je décide que j'achète un 4plex, un triplex puis un duplex dans la même transaction. 3 lots, je peux-tu les jumeler ensemble? Oui. Ouais? S'ils sont de caractéristiques similaires. Oui, c'est ça. Merci. Fait qu'on s'entend, oui. Je vais le préciser. Là. Mais si j'ai raison. C'est 2022 avec un 1972. Ça marchera pas. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen d'être créatif, même avec des plus petits plex. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant aussi. Dans la valeur économique, on va parler de différents ratios. On a parlé du TGA, mais les autres ratios, Frédéric, qu'on regarde? Le ratio le MRB. Multiplicateur de revenus bruts. Exact, multiplicateur de revenus nets. On va se le dire, là, le MRB, il y a beaucoup de clients, des fois, qui viennent nous voir ou qui nous appellent plutôt. Là, c'est quoi le MRB en ce moment, quoi que ce soit? Le commercial, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que dans le fond, là, même si ton immeuble est à 10 de MRB, si tu as 50% de dépenses, comme tu mentionnais tantôt, ton MRN, multiplicateur de revenus net, va être beaucoup trop grand. Finalement, le financement ne sera pas mieux. Donc, ces ratios-là, ça veut dire quelque chose pour comparer. Mais honnêtement, ça ne fait pas grand-chose dans notre financement. Effectivement. Sinon, oui, il va y avoir ratio des dépenses d'exploitation. On vise souvent d'avoir à peu près entre 28 et 33. Souvent maximum, autour de 30, maximum. À moins qu'on soit en structure béton, où là, ça va être un petit peu plus élevé. Mais souvent, en structure béton, on a énormément d'unités. Finalement, on finit par le retrouver de ce côté-là. Mais je dirais, à part le ratio de couverture de dette. C'est les principaux ratios. Il y a un ratio que nos investisseurs regardent beaucoup, c'est le rendement sur la mise de fonds. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, le rendement sur la mise de fonds. Fait que c'est sûr que quand tu es investisseur, tu veux savoir qu'est-ce que ça te remporte ton cash, ce que tu as investi. Fait que si, mettons, on a un immeuble d'1 million, on a mis, ça a bien tombé, je vais prendre des chiffrons, 100 000 de mise de fonds. Puis le bloc, à la fin de l'année, me rapporté, après avoir payé l'hypothèque, 10 000, j'ai 10 % de rendement sur ma mise de fonds. Mais le rendement de mise de fonds, tu as 3 volets. Tu as le cash flow sur la liquidité, tu as la capitalisation, l'hypothèque qui baisse, puis tu as la plus-value. Donc, souvent, en tout cas, il y a des gens qui sont juste contents en la regardant là-dessus, mais c'est l'addition des 3 qui est encore plus le fun. Parce que, OK, si tu as baissé ton hypothèque de 10 000 cette année, ben ton rendement est rendu 20 000 sur 100 000, c'est 20 %. Si ton immeuble a pris juste 1 % puis il a pris 10 000, tu es rendu à 30 %. Oui, effectivement. Trouvez-moi un placement qui est meilleur que ça. Clairement pas, effectivement. Je comprends pas, Peter, pourquoi tu n'as pas investi en immobilier. Écoute, ça ne me tentait pas d'avoir à gérer une garderie de locataires, donc j'ai préféré gérer une garderie de courtier hypothécaire à la place. Dernier point que j'aimerais qu'on regarde en valeur économique, qui est l'élément, je pense, le plus important, le fameux taux d'intérêt. Oui. Évidemment, on peut bien faire le calcul de la valeur économique, mais ça nous prend un taux d'intérêt pour évaluer la capacité d'emprunt. Puis d'une institution financière, tu sais, établir le revenu net de l'immeuble, entre autres, si on prend les paramètres de la SCHL, qu'on soit chez Desjardins, National ou ailleurs, je vais arriver au même revenu net normalisé. Absolument. Ça ne devrait pas changer ce calcul-là. Par contre, chaque institution financière va avoir un taux d'intérêt différent,
Donc, chaque institution financière devrait avoir une valeur économique différente puis un prêt différent. Les gars, j'ai envie de vous parler de l'élément le plus important de l'évaluation d'une valeur économique, évidemment, le taux d'intérêt. T'sais. Tout part de ça. On s'entend que quand on fait le calcul, en prenant par exemple les standards de la SCHL, on prend les calculs de les revenus moins les dépenses, on arrive à un revenu net normalisé. Qu'on soit chez Desjardins, National, Banque TD, peu importe où, on devrait arriver au même revenu net normalisé. Exact. Par contre, surtout si tu prends la SCHL comme calcul. Prenons les standards de la SCHL, parce que les standards conventionnels vont changer parfois d'une banque à l'autre. En standard SCHL, que je sois chez Desjardins ou ailleurs, je devrais avoir le même revenu net normalisé. Par contre, le taux d'intérêt des banques est différent, ce qui va faire en sorte que ma valeur économique d'une institution financière à l'autre va être différente. Fait que moi, j'ai envie de vous entendre sur, en tant que courtier hypothécaire, c'est quoi l'avantage que vous apportez à votre client sur ce volet-là précisément? Tu me laisses répondre? Ben, vas-y. Super gentil. Je vais ajouter après. C'est ça la force d'un courtier hypothécaire, c'est de prendre un dossier d'un client, le mettre sa coche, puis de le présenter au prêteur, puis de les mettre en compétition. Puis les prêteurs, dépendamment du dossier, dépendamment de leur force, dépendamment de leur appétit du moment aussi, de la région du dossier, vont nous faire un offre, un esquisse. Mais ils savent qu'ils sont en compétition. OK? Donc, souvent, qu'un client qui va le chercher lui-même n'aura pas nécessairement d'aller voir sa banque directe. C'est un peu comme moi, Bell, ils ne m'appellent pas à tous les années quand ils font des rabais aux autres. Hein? C'est clair. Si je magasine pas, je ne le sais pas. Effectivement. Puis c'est toujours là quand tu dis tu vas partir qu'ils te font rabais. Bon. Nous autres, notre job, c'est de faire ça. C'est de magasiner pour vous autres, pour vous trouver tout de suite le rabais. Donc, on les met en compétition. Déjà là, ça donne une certaine économie. De plus, ben, le volume d'affaires qu'on a chez Multiprix Commercial depuis les années, qui doit être rendu pas loin au-dessus de 500 millions cette année, qu'on va faire, c'est qu'on a des économies aussi d'escompte par rapport à des prêteurs. Liées au volume. Reliées au volume directement. Fait qu'on va toujours avoir une meilleure offre ailleurs qui va se faire, qui fait que qui dit taux d'intérêt plus bas, dit valeur économique plus haute. Donc, valoriser le refinancement. Plus d'équité ou moins de mise de fonds. À l'achat. Voilà. Moins de mise de fonds à l'achat, effectivement. On peut dire ça, oui, mais le courtier hypothécaire coûte de l'argent. Oui. Alors là, les clients me demandent parfois, Peter, est-ce que ta commission peut être payée par la banque ou est-ce que c'est est-ce que c'est moi qui te paye ou c'est la banque qui te paye? Il est où l'avantage là-dedans? Pouvez-vous m'en parler un petit peu de ça? Oui, absolument. Mais en fait, il y a certains prêteurs, effectivement, qui permettent de rentrer notre commission dans le taux. Mais honnêtement, c'est rarement la meilleure solution. Pourquoi? Parce que, veut pas, on augmente le taux. Il n'y a rien de gratuit. Là. Exactement. Donc, on augmente le taux et généralement, l'impact sur le financement va être 2-3 fois supérieur à la valeur au prix, en fait, de la commission, si on peut dire. Donc, vous voulez économiser un 10 000, mais ça va vous en coûter 30 000 sur le financement. Fait que c'est soit 30 000 de mise de fonds de plus ou de retrait d'équité de moins. Finalement, vous êtes peut-être aussi bien de la payer directement. Tu as tout à fait raison. Cette semaine, je faisais un calcul pour un client. On a évalué que si on n'inclut pas la commission dans le taux d'intérêt, le client obtenait un prêt d'1 million. Si on l'incluait, il obtenait un prêt de 960 000. Il perdait 40 000 de financement si le prêteur payait ma commission. Puis une autre chose en plus avec ça, à 960 000 et à 1 million, il n'y aura probablement pas le même taux. Tu as tout à fait raison. Dans ce cas-là, vu qu'on tombait en bas d'1 million, le taux d'intérêt devenait différent aussi. On a souvent un 20 à 30 points de base de différence. Oui. Ça, c'est un aspect qu'on ne pense pas, mais des fois, j'en parle souvent aux clients. Ils regardent des fois pour on va dire 5-6 logements. J'aime souvent leur dire, envoyez-moi des fiches pour un 5-6 logements et pour un 10-12, par exemple. Parce que des fois, juste le fait qu'il soit plus gros, le financement est plus gros. Dans le fond, on passe, on va dire, de 800 000 à 1,6 million, par exemple, pour faire des chiffres faciles. Et le fait qu'on ait un plus gros financement, on peut des fois avoir une différence de 30, 40, 50 points de base quasiment. Mais là, à ce moment-là, le financement est tout d'un coup meilleur. Et pourtant, on a touché à rien. C'est juste l'impact du taux. Absolument. Ben oui. Ça m'est arrivé souvent de voir 250 000 de mise de fonds pour un immeuble à 1 million, puis moins de 200 000 pour un immeuble à 2 millions. Ah oui, tu as tout à fait raison. Puis dans l'exemple que je viens de dire, pour le client,
T'aimes-tu mieux mettre 40 000 $ de plus de mise de fonds ou payer une commission de 10 000? Exact. Sérieux, la commission est déductible des revenus. Il est où l'enjeu? Mais tu sais qu'on est toujours au bout de la ligne. En tout cas, moi, le nombre de fois, notre taux est souvent moins cher que ce que le client a eu. Là, ça prend juste 30 points de base. Sur un terme de 5 ans, 30 points de base, ça fait 1,5 % puis on coûte 1. Mm-hmm. Ton 30 points de base, je suis allé chercher de l'équité de plus. Je t'ai fait diminuer ta mise de fonds, je t'ai conseillé tout le long, on a présenté ton dossier ça coche, ta réputation est bien présentée au niveau des prêteurs et au niveau de la SCHL. Voilà. Puis t'as pas sollicité juste 2 banques, t'en as sollicité 8. C'est ça. J'ai vu du monde se blacklister là, à la CHL parce que dossier mal présenté ou il s'est fait conseiller avec un autre des fling-flang qui se peuvent pas, puis tu sais, c'est pas comme ça que tu pars en affaires. Absolument, absolument. Alors messieurs, en résumé, valeur économique, revenu moins dépenses, revenu net. On évalue à partir de ça la capacité d'emprunt de l'immeuble, capacité qui est évaluée par le taux d'intérêt, là où mes courtiers hypothécaires vont apporter une plus-value à nos clients, bien évidemment. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair aujourd'hui. Merci de votre apport. C'est vraiment génial. Merci. Merci. Merci.